grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. L'Afrique commémore ce 31 juillet la journée de la femme africaine, une journée instituée pour magnifier le rôle historique des femmes dans la libération et le développement de l'Afrique. Cette année, le thème national retenu est des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. À l'occasion de cette journée, nous braquons le projecteur sur les femmes au Mali, leur inclusion politique, financière, économique ainsi que leur autonomisation. Pour en parler aujourd'hui, nous avons invité Madame Traoré, Hawa Traoré de l'association Aprofem. Notre second invité est Dr Traoré Djeneba Sidibé, chargé de communication de l'ONG LIDEF. Brahima Diabaté, responsable suivi et évaluation de l'ONG Djigiablo. Le thème du grand dialogue d'aujourd'hui est droits des femmes, quel acquis et recul au Mali. Je suis Mariam Koulibaly. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Quel est l'historique de la journée panafricaine de la femme, aussi appelée journée de la femme africaine, Madame Traoré, Hawa Traoré? Merci Mariam pour cette question. Mais avant d'aborder la question, je voudrais d'abord me présenter, aller un peu au-delà de ce que vous avez dit. Moi, effectivement, c'est Madame Traoré, Hawa Ali Traoré. Je suis la directrice de l'ONG Aprofem. Aprofem, l'association pour la promotion de la femme et de l'enfant au Mali, est une organisation qui a vu le jour en août 1992, donc une organisation qui a environ plus d'une trentaine d'années. Et comme son nom l'indique, justement, c'est une organisation créée pour la promotion socio-économique des femmes au Mali, avec beaucoup d'axes tels que tout ce qui est appui à la participation et à la représentativité des femmes, avec tout ce qui est appui à l'accès des femmes aux sources de revenus, et aussi avec tout ce qui est appui à ce qui est un contexte socio-culturel favorable à l'épanouissement de la femme. Relativement à la question posée, je pense que la journée de la panafricaine est une journée qui commémore effectivement la lutte de la femme africaine, donc au plan africain. Et sa célébration justement a commencé en 1962 lors de la création de l'Organisation panafricaine des femmes et qui est née sous l'égide justement de l'Organisation de l'Union africaine qui est aujourd'hui intitulée l'Union africaine. Et la panafricaine, comme je l'ai dit, c'est juste pour célébrer la femme africaine, c'est pour célébrer les acquis, c'est pour aussi mettre à nu, en tout cas les défis, et voir éventuellement comment est-ce qu'il faut se projeter pour en tout cas un plein épanouissement de la femme au plan sous-régional, au plan africain et aussi dans nos États. Et la journée est commémorée au Mali depuis quand? Ou bien c'est depuis cette date? C'est depuis cette date que en tout cas la journée est commémorée au Mali. Alors, M. Brahima Diabaté, responsable suivi et évaluation de l'ONG Djigiablo, qu'est-ce que cette journée vous évoque? Ok, merci Madame Koulibaly. Comme mon prédécesseur l'a si bien dit, avant que je ne réponde à votre question, permettez-moi de présenter un peu plus largement ma structure, notamment l'ONG Djigiablo. Djigiablo est une organisation non gouvernementale, mais qui a commencé en tant qu'association en 2014, année à laquelle nous avons obtenu notre récépissé. Et c'est en 2018 que l'association a été érigée en organisation non gouvernementale à travers la signature de l'accord cadre avec le gouvernement de la République du Mali.
Donc, pour venir à votre question, pour répondre à votre question, la panafricaine des femmes, rappelez-moi la question s'il vous plaît. Qu'est-ce que la journée vous évoque? Ok, la panafricaine des femmes, pour moi, la célébration de la journée de la panafricaine des femmes, quant à moi, est une occasion pour magnifier la femme et mettre vraiment en avant les avancées qui ont été menées dans ce domaine, mais également voir aussi mettre vraiment, publier aussi, évoquer aussi les différentes difficultés, les différents obstacles qui entravent vraiment à l'évolution vraiment de la gente féminine, à la promotion de la gente féminine, non seulement sur le plan national, mais également sur le plan international. Donc, et pour cela, exemple peut être pris sur certaines braves femmes qui ont eu à mener des actions par le passé dans ce domaine, afin que celles d'aujourd'hui puissent s'en inspirer. Merci beaucoup. Alors, docteur Traoré Djeneba Sidibé, si je ne m'abuse, votre ONG est jeune par rapport aux autres ONG et associations qui sont sur le plateau. Mais déjà, qu'est-ce que cette journée représente pour l'ONG LIDEF? D'accord. Merci beaucoup, Madame Maïga, pour la question. Et tout d'abord, permettez-moi de saluer l'ensemble de l'équipe du studio Tamani ainsi que nos chers auditeurs. Et l'ONG LIDEF, comme vous l'avez si bien dit, est une très jeune ONG par rapport aux autres. Néanmoins, nous essayons de mener le combat avec eux et j'espère qu'Inch'Allah, nous allons y arriver. L'ONG LIDEF, comme son nom l'indique, Leadership, Éducation, Autonomisation et Développement des filles et femmes. Et son combat, c'est de créer un monde où toutes les filles et les femmes nourrissent une vision et trouvent leur place dans la vie active, ainsi lutter contre toutes les formes de violence basées sur le genre. Maintenant, nous avons des domaines d'intervention qui, entre autres, la santé sexuelle et reproductive des adolescentes et des jeunes filles et l'autonomisation des femmes pour leur épanouissement socio-économique, le renforcement de l'éducation des jeunes filles, ainsi que la lutte contre les formes de violence basées sur le genre. Nous avons eu à mener des activités, nous continuons de mener des activités. Oui, on en parlera dans ce débat, mais bien avant, répondez à ma première question qui est de savoir qu'est-ce que la panafricaine représente pour votre ONG. La panafricaine est une journée internationale et chaque journée internationale, comme toutes les autres d'ailleurs, nous permet d'informer le grand public sur les thématiques des enjeux majeurs. Et ici, dans le contexte, c'est de non seulement rendre hommage aux pionnières de l'indépendance, comme l'a dit Mme Traoré, mais aussi de promouvoir la pleine intégration des femmes africaines dans le développement de l'Afrique. Alors, Mme Traoré, quels sont les idéaux que cette journée défend? Bon, je pense que la panafricaine des femmes défend plusieurs idéaux. Et ces idéaux sont justement relatifs à tous les défis qui se posent à la femme, comme je l'ai dit, au plan international, au plan africain et au plan interne à nos différents États. Je pense que ma fille, elle l'a si bien dit, les problèmes aujourd'hui qui se posent à la femme sont des problèmes d'ordre, ça pose la question de la représentativité et de la participation de la femme. Les problèmes qui se posent sont des problèmes liés à la question de l'accès des femmes aux sources de revenus. Quand tu prends globalement les statistiques, tu verras, c'est certainement des statistiques de longue date et qui évoluent. Mais la femme, par exemple, accède seulement à 20-30% des ressources issues, en tout cas, des activités de production. Tandis que quand tu prends la force de travail des femmes et la contribution des femmes, tu trouveras que la femme occupe, en tout cas, les 70%. Environ, je dirais 70% environ de la force de travail au plan mondial. Elle est à tous les niveaux. Elle est au niveau de la production, elle est au niveau de la reproduction, elle est au niveau des activités socio-culturelles, elle est à tous les niveaux. Ça, c'est des défis qui se posent à la femme. En termes de représentativité, par exemple,
Quand tu prends les statistiques aujourd'hui dans notre pays, c'est des statistiques, on peut dire, qui ont évolué, mais qui posent encore, en tout cas, des défis. Tu prends par exemple le CNT, sur les 147 membres du CNT, il y a seulement 29% de femmes. Il y a seulement 29% de femmes. Sur les 28 ministres qui composent aujourd'hui l'actuel gouvernement, il y a 6 femmes. Donc cela représente à peu près 21%, entre autres. Et pour, en tout cas, une frange de la population qui est aujourd'hui à 49%. Il y a un moment, les femmes représentaient 52% de la population malienne. Mais aujourd'hui, on les a estimées à 49%. Mais elles sont sous-représentées. Pourtant, au plan législatif, nous avons quand même la loi 052 qui prône les 30% de représentativité. On dit au moins 30%. Donc les chiffres que je viens de donner antérieurement sur les questions de représentativité et d'accès des femmes aux revenus ne reflètent pas, justement, non seulement ne reflètent pas le pourcentage de femmes de la population, mais ne représentent pas également le pourcentage qui a été défini au plan du point de vue légal. On va en venir aux causes. Pourquoi cette loi 052 n'est pas appliquée à hauteur de souhait. Mais bien avant, M. Brahima Diabaté, en plus du défi lié à la représentativité des femmes, vous pensez qu'il y a d'autres difficultés qui mènent l'autonomisation des femmes au Mali, qui minent plutôt l'autonomisation des femmes au Mali? Oui, tout à fait, madame. Par rapport à ça, moi, je parlerai de l'éducation aussi. Parce que, vous savez, l'éducation, la formation compte beaucoup dans l'autonomisation de la femme. À nos jours, souvent, quand vous menez, souvent, il y a des études qui ont été menées sur le plan scolaire. Souvent, quand vous prenez les statistiques de ces études-là, vous trouverez que le taux d'abandon en milieu scolaire est beaucoup plus élevé au niveau de la gente féminine, plus qu'au niveau des garçons. Il y a plus de filles qui abandonnent plus que des élèves garçons. Et là, également, l'autre aspect qu'il faut aussi dire, il y a aussi toujours ce faible taux de scolarisation qui est aussi remarqué au niveau des filles. Donc, il y a eu des avancées, il y a eu une amélioration, mais moi je pense que à ce niveau, des efforts doivent être faits non seulement par l'État, mais également par les parents d'élèves, afin que beaucoup de filles puissent vraiment puissent aller à l'école. Et une chose est d'inscrire la fille à l'école, mais l'autre chose est aussi qu'elle puisse atteindre un niveau d'études élevé. Comme vous le savez bien, il y a d'autres réalités qui entravent vraiment l'évolution de la fille au niveau scolaire. Donc il y a beaucoup d'entre elles qui n'atteignent même pas le niveau du second cycle, d'autres et un bon nombre n'atteignent pas également les niveaux secondaires. Et souvent, par rapport à cela, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer cette situation. Par exemple, il y a les mariages forcés ou mariages précoces qui peuvent être l'une des raisons, qui peuvent expliquer cette situation que nous remarquons généralement dans les milieux scolaires. Bon, l'autre aspect aussi que j'allais dire par rapport à ça, c'est aussi vraiment l'engagement de la femme elle-même. C'est vrai qu'il y a des particularités, mais moi je pense que de façon globale, de façon générale, les femmes souvent ne se font pas tellement confiance. Elles ne partent pas vraiment souvent, elles ne se manifestent pas beaucoup vers non seulement, comme on appelle, les postes en termes que ce soit les postes nominatifs, que ce soit les postes électifs. Il y a très peu d'engagement. Moi, à mon avis, il y a un faible engagement des femmes vraiment sur ce plan. Et quand nous prenons également les femmes de façon générale, sinon la population malienne de façon générale, moi, je pense que selon les statistiques, une bonne partie de cette population-là est rurale. Et la femme rurale, nous travaillons étroitement vraiment avec ces femmes-là. Donc, nous remarquons sur le terrain que vraiment, les femmes, vraiment, on sait une sorte de timidité. Donc, timidité due à quoi? Bon, peut-être que, surtout quand il y a des rencontres qui réunissent hommes et femmes, souvent, il y a beaucoup de ces femmes rurales-là qui ont de la peine, qui ont peur souvent de prendre la parole.
Peut-être, je ne sais pas, par peur ou bien par quoi, je ne sais pas. En tout cas, il y a quand même cette timidité vis-à-vis des femmes par rapport vraiment à la prise de la parole. Donc, en public, surtout si c'est une rencontre qui réunit hommes et femmes. Il y a, sinon, en milieu urbain, il y a beaucoup d'améliorations, mais en milieu rural, beaucoup d'efforts doivent être faits, sachant que vraiment la majorité de la population malienne, elle est rurale. Vous avez parlé de représentativité et de l'accès à l'éducation. Qu'en est-il des abus et des violences à l'endroit des femmes? Est-ce que ces facteurs aussi ne minent pas le développement de la femme en quelque sorte? Tout à fait. Notre ONG fait beaucoup d'ailleurs dans ce sens, vraiment que j'avais vraiment oublié. Sinon, par rapport à la prévention, à la lutte contre les violences basées sur les genres, ça aussi, ce domaine aussi vraiment est un domaine qui porte beaucoup de préjudice aux dames. Il y a pas mal d'hommes, souvent, il y a pas mal d'hommes qui n'ont pas encore compris que quand la femme se développe, c'est le foyer qui se développe, que l'homme même, c'est l'homme qui se développe, c'est le foyer qui se développe et que c'est la société qui se développe de façon générale. Jusqu'à présent, surtout en milieu rural, beaucoup d'hommes n'ont pas encore compris cet aspect, ce qui fait qu'il y a beaucoup de ces hommes-là qui privent leurs femmes de certaines activités, même nous qui évoluons dans ces milieux, souvent, pour que certaines femmes puissent vraiment être membres des associations, des groupements de femmes que nous créons dans le cadre de nos activités. Souvent, ce n'est pas facile. Il y a ces hommes qui s'opposent à cela. Et même quand, s'il faut les faire déplacer de leur village, par exemple, au chef-lieu de commune, ou bien au chef-lieu de cercle, ou bien même au chef-lieu de région, pour des ateliers de formation de quelques jours, j'avoue que souvent, ce n'est pas facile. Donc, il y a certains hommes qui s'opposent à cela. Et ça, c'est sans parler du déni de ressources qui est, par exemple, quand je dis déni de ressources, ça, c'est une forme de violence basée sur les genres qui porte spécifiquement sur les ressources. Par exemple, dans notre zone d'intervention, lors d'un de nos ateliers de formation, il y a une dame qui a témoigné que chez eux, dans leur zone, quand la femme a, dans le domaine, quand la femme a des bétails, quand, par exemple, la brebis fait une mise bas, lorsque l'agneau, lorsque le petit est mâle, donc ça revient automatiquement à l'homme. Et quand c'est systématique. Et que quand c'est femelle, ça revient, ça reste une propriété de la dame. Donc vous voyez que jusqu'à présent, il y a ces réalités-là que nous rencontrons sur le terrain. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et une femme a l'habitude de témoigner aussi que une fois, elle a l'habitude de vendre l'un de ses coqs. Le coq appartenait à la dame. Elle a vendu ce coq-là pour subvenir à certains besoins de la famille. Et l'homme était sorti quand il est revenu. Donc, il a eu à gronder la dame que pourquoi elle vend vraiment ce coq-là sans qu'il ne soit au courant. Et elle a exigé à la dame d'aller chercher le coq venir le laisser à la maison. Et comme quoi, qu'elle s'arrange à retourner l'argent à la personne qui l'avait acheté. Donc, ça, c'est des exemples parmi tant d'autres que nous rencontrons à longueur de journée. Alors, Dr Traoré Djeneba Sidibé, après tout ce que vos co-débatteurs viennent de dire, est-ce que vous avez des compléments d'information par rapport aux défis auxquels la femme malienne est confrontée actuellement? D'accord, merci Madame Maïga. Je rejoins Madame Koulibaly plutôt. Je rejoins totalement mes aînés et d'après ce que Madame Traoré a dit, les chiffres le montrent. D'après le 5e recensement de la population et de l'habitat, les femmes représentent 49,7% contre 50,3% des hommes. Et ce qui est une proportion non négligeable. Et comme M. Brahima l'a dit aussi, les filles, elles ont des barrières, beaucoup de barrières. Et moi, je pense que les obstacles sont principalement de nature socio-culturelle. Parce qu'on a tendance à stigmatiser les femmes qui ont pris conscience qu'elles ont cette capacité d'agir, qu'elles ont la capacité de réfléchir et de prise de décision, que ce soit au sein des foyers ou ailleurs. Et il est noté que quand on développe une femme, on développe un homme, on développe une personne. Mais quand on développe une femme, on développe toute une communauté et tout un pays entier. Et permettre à la femme d'être autonome, ça profite à la communauté, ça profite à l'homme. Lorsque la femme elle est indépendante, elle a beaucoup à apporter à la société, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur l'éducation.
Donc nous avons, je dirais, le devoir d'aider les femmes à être indépendantes, à être autonomes. Alors, Madame Traoré Awa Traoré, vous êtes la présidente de l'association Aprofem. Votre co-débatteur a eu à le dire, M. Brahima, il dit que les femmes sont peu engagées et les femmes, surtout en milieu rural, sont timides. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Là, c'est une réalité. Bon, je pense que à chacun sa façon de voir les choses. Quand on est intervenant sur le terrain, on a ses propres perceptions. Et cela en fonction, en tout cas, de ce que nous-mêmes nous sommes. Mais ce que je dirais, c'est que la timidité de la femme en milieu rural s'explique par beaucoup de choses. Ça traduit en fait un peu le manque de confiance en soi. La charge de travail des femmes en milieu rural fait que la femme justement n'a pas beaucoup d'espace pour s'épanouir. C'est pourquoi en tant qu'intervenant, nous travaillons vraiment sur le terrain à faire en sorte que l'espace s'élargisse beaucoup pour les femmes. Ça, c'est un aspect. Leur charge de travail, et je pense qu'ils l'ont dit également, les barrières socio-culturelles au plan religieux, au plan, que ce soit dans l'espace privé ou professionnel, font que, en tout cas, cela traduit une certaine primauté de l'homme sur la femme. Donc, c'est comme si l'homme a un certain droit sur la femme. Ça se traduit un peu partout. Et ça, je pense, c'est des aspects qui font que la femme, elle se renferme souvent sur elle-même. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup d'explications à cela. Mais aujourd'hui, de plus en plus, par la force d'intervention d'ailleurs des organisations de la société civile, par la force de ce qu'on peut voir aujourd'hui, les réseaux sociaux et autres, les femmes même en milieu... Voilà. L'impact des réseaux sociaux. Les femmes même en milieu rural sont en train de s'éveiller. Elles ont souvent plus les opportunités aujourd'hui de s'éveiller, plus que la femme en milieu urbain. Ça aussi, je pense que c'est des faces des réalités chez eux que, en tout cas, elles connaissent et que, en tout cas, les femmes en milieu urbain ne connaissent pas. On a eu aussi à évoquer l'éducation comme facteur clé pour l'épanouissement de la femme, d'où le thème national qui est des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. Comment est-ce que vous expliquez ce thème, madame? Moi, je pense que ce thème il est très séduisant parce que les mots qui sont là-dedans ont vraiment leur sens. N'est-ce pas? Quand on dit institutrice, ça fait appel à celle qui accompagne depuis la petite enfance, depuis l'école maternelle. Ça, c'est l'institutrice. La femme a ce rôle-là. Donc, on dit, hier, on était institutrice, mais aujourd'hui, on est enseignante. L'enseignant, aujourd'hui, c'est comme si on observe une certaine évolution du rôle de la femme, surtout relativement au thème, relativement au contexte de refondation dans lequel on est aujourd'hui. Et le rôle d'enseignant, justement, fait appel à trois fonctions essentielles. Et il y a le rôle d'encadrement, il y a le rôle d'information et il y a le rôle d'éveil. Et la femme, elle joue effectivement ce rôle-là, surtout dans le contexte de la refondation. Et on parle de refondation aujourd'hui, il y a certainement des réformes en cours au plan institutionnel, mais la refondation, c'est d'abord les hommes. La refondation doit être focalisée sur l'être humain.
l'être humain, son comportement, son savoir-faire, son savoir-être. Et le rôle d'enseignant justement de la femme vient à ce niveau-là. Donc la femme, elle a ce rôle d'encadrement parce que la femme, effectivement, a le rôle d'encadrement au niveau de la société. La femme, elle a le rôle d'information. Quand ça se construit entre les hommes, il revient à la femme d'informer. En tout cas, dans le sphère familial, dans le sphère social, la femme, elle transmet beaucoup plus que l'homme. Et le rôle d'éveil. La femme a ce rôle, elle a un peu comme un sixième sens. La femme, elle flaire souvent des choses dans la société que les hommes et peut-être les jeunes garçons n'ont pas. Donc, ce rôle d'éveil de la femme aujourd'hui, surtout en période de refondation, c'est de dire, tenez garde, voici une situation. Ça, c'est un rôle d'éveil. Éveillez-vous pas à telle situation. Donc, je me dis vraiment, c'est pourquoi je disais que les mots ont tout à fait leur sens quand on se situe aujourd'hui dans le contexte actuel de refondation du Mali, c'est de dire d'institutrice qui nous est conférée par notre rôle de reproduction, justement, avec les enfants. Nous avons aujourd'hui un rôle d'enseignant parce que nous avons, en tout cas, ce potentiel en termes d'encadrement, nous avons ce potentiel en termes d'information et nous avons ce potentiel en termes d'éveil. Un thème qui apparemment a marqué notre débattrice d'aujourd'hui, Monsieur Brahima. Est-ce que vous avez aussi été séduit par ce thème, comme l'a dit Madame Traoré? Tout à fait. Ce thème est vraiment évocateur. C'est un thème vraiment qui vise non seulement à mettre en exergue c'est-à-dire que les efforts ainsi que les qualités de la fonction enseignante, mais également le rôle que la femme malienne, africaine de façon générale, a joué dans ces secteurs vraiment au Mali, des indépendances à nos jours. Donc l'enseignant, comme vous le savez bien, comme Mme Traoré l'a si bien dit, l'enseignant reste le premier modèle de l'enfant, puisqu'il passe, au cours de la journée, il passe une bonne partie avec l'enseignant en classe. Et une enseignante, avant d'être enseignante, est d'abord une femme et également une mère, donc qui est là vraiment, qui a toutes les astuces pour pouvoir bien encadrer l'enfant, lui donner ce dont il a besoin et également dispenser les cours et doter l'enfant de connaissances donc adéquates vraiment à son développement, à son épanouissement. Donc je pense que vraiment ce thème est vraiment évocateur et je pense que c'est un thème qui est mûrement réfléchi en fait. Un thème mûrement réfléchi. Vous êtes du même avis, docteur, un thème qui dit que les femmes sont à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. Totalement d'accord avec ce thème. Et ce thème a tout son sens, comme ils l'ont dit. Et tout le monde sait que tout a une base. Et la base de l'être humain même, c'est l'éducation. Donc, pour une bonne intégration de la femme, il faut que la femme soit éduquée. Et ça, c'est pas non seulement au niveau scolaire, mais aussi dans la société, au sein des familles. Et ce thème a tout son sens parce que quand on parle de refondation, on parle de femmes. Et la refondation, et les femmes font le grand travail. Et ce thème est à féliciter car il magnifie les femmes qui font le grand travail. Alors, quel bilan faites-vous de la lutte pour l'émancipation de la femme au Mali? Depuis la célébration de cette journée au Mali, il y a la panafricaine, il y a le 8 mars. Selon vous, quel bilan faites-vous de toutes ces luttes au Mali? D'accord. Le bilan que moi je fais, c'est... Tout d'abord, il ne faut pas que ça soit simplement une journée. Et une journée où on fête et on porte de beaux habits. Mais il faut que des hommes et des femmes s'asseyent et puis réfléchissent mûrement au chemin qui reste à faire. Néanmoins, est-ce qu'il y a eu des acquis? Qu'est-ce que les femmes ont pu avoir comme avantage en menant ces différentes luttes-là pour leur cause? Si, en menant cette lutte, les femmes ont eu l'occasion de montrer leurs capacités. Parce que beaucoup de femmes se sont conscientisées, beaucoup de femmes se sont réalisées. Et ces travaux ont permis aussi au gouvernement de prendre des lois. Et ces lois
permettent aussi au grand public de se manifester et de dire son vouloir. Et ça aussi, ça permet aussi à la femme de mieux vivre. Tout simplement. Aussi des modèles féminins sur lesquels vous calquez votre parcours. Alors, Madame Traoré, quel est le bilan que vous faites de toutes ces luttes, de ces combats menés en la faveur de la femme malienne? Grande question et lourde question. N'est-ce pas? Je sais que vous avez la réponse. Il faut certainement aller chercher dans les archives, mais on va quand même essayer de parler globalement. Hein. Oui. Les grandes avancées par rapport à la promotion de la femme aujourd'hui au Mali, on va prendre en tout cas cette loi 052, donc qu'on appelle la loi Umumba, et qui prône en tout cas les 30% minimum pour les postes électifs et les postes nominatifs au Mali. Je pense que c'est quand même un signe, mais la grande avancée serait peut-être qu'au lieu de 30%, que ce soit les 50%. C'est ça l'égalité. C'est ça l'égalité. Selon vous, on va y arriver? On va certainement y arriver. Les 30%, oui, une avancée, mais les 50%, c'est vraiment ça l'idéal. C'est ça l'égalité. Et dans le combat des femmes, ce qu'on recherche, c'est vraiment l'égalité. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, je pense que le combat des femmes, en termes au plan institutionnel, au plan structurel, tout ce qui est mouvement associatif aujourd'hui au Mali, c'est à l'actif des mouvements en faveur de la femme. Vous avez des associations comme la nôtre, comme la sienne, et des associations qui sont là et qui travaillent pour les femmes et qui font du renforcement des capacités, qui font de l'appui direct, qui font des appuis dans le domaine des violences basées sur le genre. C'était un moment, surtout pour les violences basées sur le genre, c'était un moment des sujets tabous. Mais aujourd'hui, on en parle et on intervient là-dessus. On peut dire que ça, c'est des acquis. Au plan institutionnel, nous avons un ministère aujourd'hui dédié spécifiquement pour la promotion de la femme. Nous avons un document de politique genre. Nous avons eu un plan d'action, même si la mise en œuvre de ce plan d'action a posé problème, nous avons eu un plan d'action. Tout ça, c'est des avancées. Nous avons mené beaucoup d'actions de plaidoyer. Vous avez des réseaux aujourd'hui qui sont mis en place. Donc, c'est pour dire que cette volonté, en tout cas, de changement pour l'épanouissement de la femme est nettement affichée aujourd'hui dans notre pays et cela s'insère dans le cadre global international. Donc nous sommes dans la même mouvance. Mais qu'à cela ne tienne, il y a encore des défis parce que la question de la promotion de la femme au Mali, c'est une question aussi de changement social. C'est une question de changement social, c'est une question de changement de mentalité, c'est une question de masculinité positive parce que ça nécessite à ce que la société voit autrement la femme, ça nécessite à ce que l'homme au niveau professionnel voit autrement sa collègue femme, ça nécessite à ce que l'homme au niveau du foyer voit autrement sa femme. Ça, c'est des changements de mentalité, c'est un changement social et ça, c'est un changement de longue haleine. Mais alors, voilà. Monsieur Brahima, beaucoup d'acquis viennent d'être cités sur ce plateau, mais selon vous, qu'est-ce qu'il faut améliorer? L'amélioration, moi, à mon avis, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, permettez-moi, la timidité que j'avais évoquée tantôt lors d'une de mes interventions, Madame Traoré a évoqué ça dans son intervention précédente. Ce que j'allais dire, c'est que quand je parle de timidité de la femme rurale, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'avancée, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'avancée. Depuis fort longtemps, nous sommes sur le terrain. Donc, il y a eu une évolution.
mais jusqu'à présent, c'est une réalité qui persiste. Bon, donc, je tenais vraiment à apporter ce petit correctif-là avant de répondre à votre question. Allez-y. Donc, ce que j'allais dire par rapport à la question, c'est par rapport, comment on appelle, la question c'est... Et malgré les améliorations, malgré les acquis dans la lutte pour la cause de la femme, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer aujourd'hui? Oui, moi je pense que ce qu'il faut améliorer, moi en un premier lieu, les lois qui ont été prises au niveau national, que mes co-débattrices ont évoqué tantôt, moi je pense qu'il faudra tout d'abord que ces lois soient vraiment appliquées. Il faut leur application, parce que jusqu'à présent, comme il y a eu des exemples sur ce plateau, donc l'application de certaines de ces lois-là n'est pas encore vraiment à 100%. Donc il y a eu des efforts, mais vraiment cette application n'est pas encore à 100%. L'autre aspect aussi, vraiment, c'est par rapport à l'aspect éducation que j'avais évoqué. Il faut éduquer, sensibiliser, former vraiment la femme. Donc sur différents aspects, non seulement le leadership, mais également sur ses droits, donc afin vraiment que beaucoup d'entre elles puissent vraiment prendre conscience et vraiment pouvoir revendiquer leurs droits. Donc ça, à ce niveau, des efforts peuvent être faits. Bon, et les femmes également à leur niveau, à leur propre niveau, revenir là-dessus, demander vraiment d'être encore beaucoup plus persévérant, beaucoup plus engagé, donc vraiment se faire confiance davantage, parce que souvent, comme je l'ai dit dans l'une de mes interventions précédentes, il y a cet aspect qui est là, donc même si il y a des intervenants et autres qui sont là, qui vous aident à avancer, mais quand vous-même vous ne prenez pas conscience vraiment que votre développement, votre épanouissement passera par vous-même. Ça, c'est vraiment un problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effort, mais il y a des efforts, mais jusqu'à présent, il faut vraiment que il faut vraiment un renforcement sur cet aspect-là. Donc, je pense que c'est ça, quoi. Oui. Merci. Alors, docteur Traoré Djeneba Sidibé, de quoi la jeune fille malienne a besoin maintenant pour pouvoir s'épanouir et s'affirmer devant le monde? D'accord. Et merci pour la question. Et comme M. Brahima l'a dit, il faut y avoir cette confiance. Il faut que les femmes se réveillent et sachent qu'elles ont cette capacité d'agir. Il faut qu'elles sachent qu'elles ont cette autonomie. Elles ont le libre droit de faire ce qu'elles veulent et de penser comme elles veulent. Et c'est après la confiance en soi que tout cela va revenir. Et la femme et les filles aujourd'hui ont besoin qu'on les aide. Et d'où est-ce que ce soutien peut venir? De la société, de la famille? Ce soutien, tout d'abord, ce soutien vient de la famille, parce que pour parler de société, ça part d'une famille. Il faut que les parents, les grands frères, les aînés puissent soutenir la femme quand elle décide d'entreprendre un projet. Il faut qu'on la soutienne. Après, il faut que la femme elle-même ait confiance en elle dans ce qu'elle va entreprendre. Et aussi, au niveau des institutions, il faut qu'on n'indexe pas toujours les femmes qui disent que oui, je veux faire telle chose. C'est dire que lorsque la femme va faire telle chose et elle ne pourra pas gérer le foyer ou autre. Et je peux prendre exemple sur moi-même. Et quand on dit qu'une femme pourrait être médecin, c'est quasiment impossible. Je ne dirais pas impossible totalement, mais c'est quasiment impossible. Et j'aimerais être ce modèle de femme qui dit que si c'est possible, certes il y a des difficultés, il y a des barrières à enlever, mais c'est bel et bien possible et on doit foncer juste. On doit foncer, avoir confiance en nous. Vous voulez ajouter Je voulais faire un ajout. Oui. Pour réagir par rapport à ce qu'elle dit. Effectivement, il y a cette réalité qui est là aussi. Souvent, concilier la vie de famille, le foyer et également certaines fonctions, souvent c'est très difficile pour certaines femmes. Il y a aussi cette difficulté qui est là. Et à ce niveau, des efforts sont demandés vraiment à nos mamans, à nos sœurs, donc vraiment à ce niveau. Et
dans mon intervention, la formation et la sensibilisation que j'ai évoquée, je l'avais dit en faveur seulement des femmes, mais pas seulement en faveur seulement des femmes, mais il faut également former et sensibiliser les hommes aussi, parce que ces changements ne passeront pas seulement par les femmes, même si les femmes le veulent. Quand l'homme qui est là, le mari qui est là, si lui, il est le problème, donc ça va être compliqué. Donc il faut, les femmes et les hommes doivent être tous concernés par vraiment ce renforcement des capacités. Nous sommes à 5 minutes de la fin de l'émission. Alors, Madame Traoré, on avait évoqué par moments les forces des médias sociaux comme moyen de communication et moyen de promotion des droits des femmes. Selon vous, est-ce que ces médias sociaux ont eu vraiment un impact sur cette lutte au Mali? Je pense que oui. Je pense que oui, surtout par rapport aux questions de violence basées sur le genre. Je pense qu'on a pu observer ces derniers temps beaucoup de soulèvements de la part des populations, des femmes et autres, face à des cas de violence basés sur le genre qu'on a connus sur les réseaux sociaux. Je pense que de ce point de vue-là, les réseaux sociaux et aussi, je pense, les numéros verts qui sont mis à disposition sur les plateformes et qui permettent justement aux femmes victimes de violences basées sur le genre de prendre attache avec des organisations dans l'anonymat. Ça aussi, je pense qu'il faut mettre à l'actif des réseaux sociaux. Non seulement au plan national, mais au plan international. Je pense qu'il y a un peu comme un certain réseautage pour que sur les réseaux, on puisse voir comment ça se passe dans d'autres pays, dans d'autres sous-régions, dans d'autres continents. Un peu comme une communauté de pratique où on essaie d'apprendre les uns sur les autres. Et surtout par rapport à l'information. Par rapport à l'information, par rapport à la communication, les réseaux sociaux aujourd'hui jouent un rôle essentiel. Mais il faut, dans ce cas, faire attention aussi avec les oppositions en ligne parce que ça existe. Il faut non seulement se dire que ces oppositions en ligne, ça existe, mais il faut aussi prendre des mesures pour les anticiper. Les oppositions en ligne, c'est quoi? C'est quand, par exemple, fort de toutes les connaissances que vous avez, vous voulez intervenir sur un thème, par exemple, en lien avec la question de la promotion de la femme, vous le dites avec beaucoup d'habileté, avec les mots qu'il faut, mais il y a des gens qui sont là et qui sont prêts à bondir sur ce que vous dites et à aller dans l'autre sens, en apportant souvent des arguments qui font que les gens oublient ce que vous avez dit de bon. Ça, c'est ce qu'on appelle les oppositions en ligne. Et dans le domaine de la promotion de la femme, je pense que ça existe beaucoup parce que c'est un domaine très sensible. Vous sortez avec un argumentaire et l'autre argumentaire peut permettre au public tout de suite de basculer. Je pense que c'est bon de tenir en compte tous ces aspects-là. Mais ce que je voulais ajouter au moins une minute par rapport à ce qu'il faut faire pour améliorer la situation de la femme, c'est de se dire que l'aspect sur la promotion économique de la femme, l'accès de la femme aux sources de revenus, me semble être en tout cas un aspect assez important pour non seulement faire en sorte que la femme elle ait confiance en elle, mais qu'elle puisse aussi aspirer aux sphères de décision. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je pense qu'il faut beaucoup travailler à ça, mais malheureusement, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'événements qui sont survenus, tels que le Covid-19, tels que la crise que nous connaissons, qui ont donné un coup vraiment à ces activités économiques que nous, en tout cas intervenants, nous avons essayé de développer avec les femmes. Donc, il faut essayer de revoir aujourd'hui, dans une logique même de résilience, pour voir concrètement comment
soutenir encore une fois ces activités, cet entrepreneuriat, non seulement de la femme, mais aussi de la jeune fille. Pratiquement à la fin de l'émission, le thème portait sur droits des femmes, quel acquis et recul au Mali. Nos invités étaient Mme Traoré Awa Traoré, présidente de l'association APROFEM, Dr Traoré Djeneba Sidibé, chargée de communication de l'ONG LIDEF, Brahima Diabaté, responsable suivi évaluation de l'ONG Diablo. Je suis Mariam Koulibaly, j'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission réalisée par Sekou Gadigo. La partie technique était gérée par Ibrahim Sanogo et Serou Dao. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, Inch'Allah.